Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'émission On en parle de Nîmes, que ce soit sur notre page Facebook dans la chronique On en parle de Nîmes ou sur notre chaîne YouTube. Nous sommes accueillis ce matin à la galerie Plume et Curiosité, mais également Écrivain Public qui se situe 5 rue des Arènes à Nîmes. Alors si vous souhaitez faire un cadeau pour les fêtes, ça tombe bien, c'est un magasin vraiment très beau, magnifique. Un caractère tauromachie. Caractère tauromachie, merci monsieur. Nous recevons ce matin Valérie Rouveran. Dans la vie civile, Valérie est enseignante au concours d'infirmière au niveau post-bac à la CCI de Nîmes, ex-adjointe à la mairie à l'enseignement scolaire, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, et depuis conseillère communautaire au renouvellement urbain et du contrat de ville à Nîmes Métropole. Valérie, bonjour et merci de venir dans l'émission. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité, je suis ravie, et puis dans ce magnifique magasin. Donc, voilà, effectivement, il y a de très belles choses et ça vaut le coup de venir. Donc voilà, et merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors on nous accueille ce matin avec nous le grognard, le fameux grognard Philippe Roata, que tout le Nîmes, le suit de tous côtés maintenant, lui demande des orthographes lorsqu'il le rencontre. Hein. Et puis le Lozérien qui est ici avec nous, lui, il considère que la Lozère débute à Saint-Chély-d'Apcher et s'arrête à Saint-Chély-d'Apcher. Tout à fait. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, un petit rappel des faits, si vous voulez bien. Jean-Paul Fournier retire le mandat d'adjoint aux finances à Yvan Lachaud et après 4 ans à porter les dossiers souvent délicats en matière d'éducation, parce que ça c'est important, nous aurons l'occasion d'en reparler, l'adjointe UDI, Valérie Rouveran, rend également sa délégation par loyauté envers Yvan Lachaud. Et ça c'est important. C'est important de cette loyauté, parce qu'en politique c'est pas toujours évident. Alors, bon, vous me parlez d'un épisode qui date depuis 1 an, qui a été vraiment douloureux à vivre, effectivement. Je n'étais pas politique et pas engagée, et effectivement, j'ai fait partie de cette liste, et celui qui m'a donné la chance de pouvoir le faire, et qui a pu aussi négocier ma délégation, c'est Yvan Lachaud. Quelqu'un en qui je crois, en qui je suis fidèle, effectivement, et à qui je peux tout dire. Et effectivement, cet épisode a été douloureux pour nous tous, hein, pour lui, pour toute l'équipe. La loyauté, c'est pouvoir se regarder dans la glace, c'est pouvoir continuer ses engagements, c'est avoir une parole libre, c'est être en phase aussi avec nos valeurs. Je crois que voilà, il est essentiel de pouvoir se poser les bonnes questions. Ça a été compliqué pour moi parce qu'effectivement, je menais un beau projet d'école expérimentale pour lequel je rêvais, je pensais, j'y étais complètement dessus. J'ai travaillé sur la sectorisation avec le collège, avec le département et Nathalie Nury et le rectorat. Et puis des projets que j'ai mis en place et tout d'un coup, vous arrivez au conseil municipal à 8h et à 8h05, tout s'arrête. Et là, vous dites, voilà, vous voyez votre président de groupe, tout votre groupe se lever et il n'est pas pensable de rester assise. Mais après, quand je me suis levée, j'ai compris qu'effectivement, tout s'arrêtait. Je me suis dit, voilà, tout s'arrête et mes projets, comment je vais continuer. Mais voilà, ça s'est fait naturellement et aujourd'hui je ne le regrette pas. La mère m'a appelé bien sûr 3 jours après pour que je puisse revenir et que je puisse réfléchir, mais quelle place j'avais en revenant, une place de traite. Donc du coup, voilà, je suis une femme convaincue, une femme engagée. Si je suis une politique, c'est pour œuvrer et c'est pour avancer, faire avancer les dossiers. Donc j'ai besoin aussi de garder ce que je suis, ma moralité et continuer. Et ensuite, pas de calcul, surtout pas de calcul. Se dire on avance. Les rencontres font que les choses s'ouvrent à nous ou ne s'ouvrent pas. Et là, ça a été un virage qui s'est complètement imposé à moi. Mais aujourd'hui,
je ne regrette pas cette décision, loin de là. Et quel est votre rôle à Métropole? Alors, comme j'étais... donc aujourd'hui, je suis à la rénovation des quartiers urbains et politique de la ville. Donc, la vie fait que, voilà, je n'aurais pas imaginé être adjointe au maire à l'éducation, et je n'aurais pas imaginé non plus d'avoir la charge de la rénovation des quartiers urbains. Ce que j'ai fait et la formation que j'ai eue aussi sur l'éducation et la sectorisation, les choses que j'ai portées personnellement, je l'avoue par conviction et par mes rencontres, eh bien, je le continue de façon transversale dans des domaines complètement similaires, puisque l'éducation est l'enjeu primordial de la rénovation des quartiers urbains, mais par contre complètement transversal. On ne peut pas rénover les quartiers si on ne s'occupe pas de l'éducation, de la formation, de l'insertion, de la place des femmes, de la citoyenneté. Et donc du coup, il y a un lien direct, et ce que j'ai commencé à faire à l'éducation et qui s'est avéré très positif, je continue à le faire sur la rénovation urbaine. Philippe. Et qui porte alors, au niveau compétence, c'est l'AGLO qui porte la rénovation urbaine et la politique de la ville. C'est l'AGLO, c'est pas la ville, même si c'est horizontal. Alors, ce qui est très important, voilà, la compétence, c'est une métropole. L'État demande aux métropoles d'établir la convention et d'écrire cette convention et d'écrire ce projet. On doit travailler en partenariat avec la ville qui décide ce qu'elle veut sur son territoire. Mais par contre, ce est le département, puisque avec les bailleurs sociaux. Ce qui est important, c'est effectivement ce binôme Nîmes Métropole et la ville. Donc, quand j'ai eu ce dossier, il n'était pas pensable, comme je l'ai fait depuis le début, d'être dans un combat politicien, mais d'œuvrer pour que les choses avancent. Et c'est effectivement, au début, je me suis dit comment je vais faire avec tout ce passé politique, mais j'ai continué à travailler avec conviction. Et donc du coup, ce binôme est indispensable. Nous, métropole et la ville, même aussi avec le département, il est indispensable. Donc si on veut que les quartiers se modifient, si on veut négocier avec l'État, on doit s'entendre. Donc, on s'entend pour les habitants. Justement, les rapports ne sont pas trop difficiles avec la ville? J'ai toujours fait en sorte de mettre le projet en avant. Donc du coup, c'est pas toujours facile. Oui, parce que ce qu'il faut dire, ce qu'on n'a pas dit là, c'est que c'est Laurent Burgoa qui portait vos attributions d'aujourd'hui à l'AGLO pour le compte des deux collectivités, et que Yvan Lachaud a supprimer la délégation de Laurent Burgoa, et c'est vous maintenant qui représentez. Alors ça va pas toujours être commode de travailler, surtout que Burgoa est un type qui est quand même engagé en général, il suit ses dossiers, on peut pas lui reprocher ça, il est travailleur, donc ça va pas être simple toujours de porter en duo, voilà, tous ces dossiers. Je le dirais, d'ailleurs on passe notre temps ensemble, là, on passe dans nos réunions. Voilà, Laurent Burgoa porte ses dossiers à la ville, je les porte à l'AGLO. La conjoncture a fait qu'il y a une scission entre la ville et l'AGLO, mais par contre sur ce dossier-là, Laurent Burgoa et moi, nous savons que nous devons travailler ensemble. Donc il les porte. Voilà, on a eu beaucoup de discussions sur cette évolution. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que j'ai perdu beaucoup. Je ne souhaitais pas que cette page se tourne. Et donc, du coup, quand il y a eu scission, je n'ai pas œuvré pour cette scission. Aujourd'hui, les compétences font et nos rôles font que nous devons travailler ensemble pour les habitants du quartier. Donc, et lui et moi sommes convaincus de ça. Donc, le projet est mis en avant. Et sans ce binôme, il n'y aura pas d'embûche. Donc, la convention va être signée. Là, nous sommes dans les 6 mois les plus précieux de ce dossier. Nous écrivons la convention ensemble. En mai, on espère pouvoir signer. Et donc, du coup, il va y avoir concrétisation de tout ce projet.
Donc globalement, qu'est-ce qui va se passer dans les quartiers dits défavorisés, dans tous ces quartiers qui est très important? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme rénovation? Il va y avoir des lieux différents, il va y avoir... Donc on sait qu'il y a le trambus également, ce souci de trambus qui est... Donc, et puis je voulais vous poser une question. Alors, je disais justement, Yvan Lachotte disait, il est intervenu pour annoncer qu'une collectivité devait être gérée comme une entreprise. Donc est-ce que vous allez avoir cette rentabilité à l'extérieur dans ces quartiers comme une entreprise? Donc moi, je vais parler d'humain avant tout. Dès que j'ai eu ce dossier en main, je me suis rendu compte qu'effectivement, voilà, le dossier l'ANRU, c'est de la rénovation urbaine. Donc on détruit les quartiers, on les ouvre et on va reloger les habitants et surtout on va créer, et c'est ça qui m'importe le plus, de la cohésion sociale et faire en sorte que il n'y ait pas des quartiers ghettos, des quartiers complètement enclavés. Il faut bien savoir qu'entre Pissevin et Val-de-Gour, il y a un périph', et que du coup, même entre ces deux quartiers, il n'y a pas de... Souvent, les gens de Val-de-Gour veulent rester à Val-de-Gour, de Pissevin à Pissevin. Et donc du coup, au centre-ville et au chemin bas d'Avignon. Donc cette cohésion sociale, c'est de permettre à des gens d'avoir effectivement un habitat neuf, renouvelé, mais aussi des projets, et faire en sorte que les gens puissent... vivre dans l'île ou sur un territoire urbain. Et la ligne T2, c'est... donc du coup, ce projet, c'est beaucoup d'argent. Donc du coup, il y a effectivement un projet d'ouverture, comment dire, de travail sur l'éducation et sur la mixité. Puisque, effectivement, on n'a aussi pas de mixité. Donc du coup, on doit ouvrir ces quartiers. La ligne T2 est quelque chose qui... Alors, la rénovation urbaine, c'est des choses qui vont arriver dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On a des enfants qui vont voir des travaux tout le long. Donc, on va commencer, en tout cas, une ligne métropole, mais cette ligne T2. Et cette ligne T2, c'est une ligne qui va permettre de passer dans les quartiers et de permettre aux habitants de sortir du quartier. Mais c'est... Surtout, on va accompagner aussi, et on va travailler sur la place des femmes, on va travailler sur l'identité et le passé des quartiers. Et ce qui est important, c'est qu'on puisse travailler quartier par quartier avec les associations et les habitants, et la co-construction que nous devons mettre sur un futur, sur des quartiers qui feront partie d'une ville, et une ville qui fera partie d'un territoire. Pouvoir aller mettre mon enfant à l'école, au centre-ville, pouvoir aller travailler au centre-ville et vivre au centre-ville, pouvoir aller vivre dans des communes aussi de l'agglo. Et tout ce travail de mixité que j'ai commencé à mettre en place avec Nathalie Nury sur la sectorisation, puisqu'on a fermé et le rectorat un collège d'Hydro et on a mis 150 enfants, 130 à Jean Rostand, ce travail d'accompagnement avec les familles, sortir les familles des quartiers et leur permettre de vivre différemment et surtout avec une ambition d'égalité. Parce que faire venir, rénover les quartiers, c'est faire venir la République dans nos quartiers. Et quand on voit le travail qu'effectue Mille Couleurs, par exemple, vous parliez des femmes, nous sommes allés faire une émission là-bas, on voyait toutes ces femmes qui étaient sur des ordinateurs, donc l'intégration. Tout se fait mieux maintenant. Donc, ils avaient un projet également ils souhaitaient changer de locaux. Il en est où ce projet? Alors ça, on en a un petit peu parlé. On n'a pas fait encore vraiment de réunion, mais voilà, il faut le faire avec la ville. Voilà, ce genre d'action, on doit le faire. Donc là, c'est vraiment la ville et l'agglo. Mais là, par rapport à l'État, parce que. Oui. C'est un dossier qui est porté aussi avec l'État. Donc, le représentant de l'État, c'est qu'il y a quelqu'un qui est délégué par l'État pour suivre cette opération. Donc, vous travaillez autant avec lui ou elle qu'avec Laurent Burgoa, finalement. Parce que les projets, on les porte de manière transversale. Mais est-ce que vous pensez que l'agglo, vis-à-vis des crédits qui sont pas extensibles, est-ce qu'on a un rôle fort dans les négociations? Est-ce que vous pensez avoir un rôle fort dans les négociations avec l'État?
ou un rôle minoré, où c'est l'État qui décide et nous on regarde un peu. Vous pensez que vous avez un rôle d'interlocuteur important et fiable? Alors totalement, totalement. Pour tout vous dire, le président de l'ANRU, Olivier Klein, c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand il était en charge, il avait une charge interministérielle sur un diagnostic fait en France pour l'école. Et il est venu me rencontrer avant d'être président de l'ANRU. Et il est maire de Clichy-sous-Bois. Et il est maire de Clichy-sous-Bois. C'est quand même une ville qui porte des stigmates. Tout à fait. Et je suis allée il n'y a pas très longtemps, encore quelques jours, dans sa ville, et la ville de Montfermeil. Et donc, il est devenu président de l'ANRU. Donc, je l'ai rencontré avant qu'il ne soit président, et il s'est intéressé sur le projet d'école que je portais, qui était en co-construction avec les habitants du quartier au Mas de Meung. L'agence de rénovation urbaine travaille complètement avec l'agglo et la ville. Et donc, si le projet est cohérent, si le projet est finançable, c'est-à-dire si tous les acteurs, l'agglo, la ville, le département, mettent de l'argent sur la table et que ce projet est viable, l'État va regarder notre projet et donc du coup va dire, eh ben, d'abord on accorde 35% de scoring de financement, mais on peut aller au-delà. Et donc la négociation se fait autour de la qualité du projet et autour aussi des liens que nous avons avec le président Olivier Klein et Nicolas Grivel, le directeur de l'ANRU. On a eu la semaine dernière, on a une chance, un forum régional où Nicolas Grivel était présent, on a passé toute la journée ensemble. On a eu des échanges avec aussi l'État local, nous avons nos interlocuteurs. On a pu aussi demander en septembre une journée avec Nicolas Grivel et Olivier Klein qui sont venus dans le quartier. Donc Nîmes, il faut savoir que le dossier l'ANRU, c'est le 5e dossier en ce moment de France. Donc voilà, ces négociations sont extrêmement précieuses. Nos liens et la volonté commune que nous avons de porter ce dossier fait que l'État va nous regarder ou pas nous regarder. Et donc là, effectivement, nous sommes en phase d'écriture complète du projet. Nous avons passé un comité d'engagement, nous avons en février dernier expliqué le projet, et donc les choses sont positives. Maintenant, ce qui reste à voir, c'est combien l'État va financer. Et qui est-ce qui avait fait le lobbying? Parce que moi je m'en souviens plus, pour que nos deux quartiers, enfin pour que Val-de-Gour-Pismerel, Chemin Bas et figurent dans le projet ANRU, qui est-ce qui avait fait le lobbying? C'est le maire de Nîmes à l'époque? Alors je ne peux pas vous dire, je pense que c'est le maire et c'est l'État. C'est l'État qui décide en fonction qui décide quels sont les quartiers de politique de la ville en France. C'est quand même l'État qui les désigne. Et là, ces 3 quartiers sont aussi ciblés par l'État. Puisque sinon, non, c'est l'État quand même. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je voulais juste vous poser la question, Madame, Messieurs, puisque Emmanuel Macron s'est exprimé hier au soir. Que pensez-vous des avancées des Gilets jaunes, justement, et de ce qu'a proposé le président de la République? Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie? Alors, je l'ai écouté, comme beaucoup de Français, et avec impatience. C'est des belles avancées. Je trouve que, voilà, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, ni rien n'a été proposé. Après, je suis inquiète parce que je sens bien que ça suffira pas. Je sens bien que tous ces travailleurs qui sont en grande difficulté, je les vois au quotidien, n'en peuvent plus, sont au bout du rouleau et espèrent obtenir beaucoup plus. Voilà, je suis inquiète sur cette rupture de dialogue, sur le fait que les Gilets jaunes manifestent et disent on va continuer. Je pense que dans toute
dans toute crise, le dialogue est essentiel pour que les choses avancent. Et vous les soutenez, pardonnez-moi, vous les soutenez, les Gilets jaunes? Alors comment ne pas soutenir des gens qui effectivement gagnent leur vie, mais pas assez pour pouvoir vivre. Je veux dire, c'est vraiment logique. Et par contre, ce qui me gêne vraiment dans toutes ces manifestations, c'est quand le dialogue est rompu. Parce que quand le dialogue est rompu, et on le voit nous en tant que politique, on est quelquefois alors dans des situations où on doit négocier, où on doit trouver des solutions. Des fois, on n'a pas des solutions à proposer dès le premier coup, mais si on n'accompagne pas, si on ne permet pas le dialogue, alors là, il y a rupture. Et ce qui fait peur, c'est que là, on sent qu'il y a une rupture, et j'espère que voilà, les choses, on va avancer petit à petit, et que l'on évoluera vers des choses positives et satisfaisantes pour les travailleurs qui sont en grande difficulté. Jean-Luc. Oui, mais comme tout le monde, bon, on a regardé notre président hier soir. C'est vrai que ce sont de petites avancées, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout qu'il ouvre la concertation et le dialogue très rapidement. Ce il aurait dû faire déjà d'entrée, c'est surtout ça qui compte. Mais côté Gilets jaunes, le gros problème, c'est qu'il n'y a aucun interlocuteur avec qui on discute, eux-mêmes ne le savent pas. Ils ne sont pas structurés. Ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas gérés, ils continuent encore leur action, à une période qui est assez critique pour tous ces petits commerçants, artisans, mais même pour les salariés eux-mêmes. Hein. Je pense qu'ils devraient arrêter maintenant, qu'ils attendent les négociations, les concertations, et après, bon, où ils recommencent, mais surtout arrêter à cette période de l'année qui est assez critique. Philippe? Moi, je crois qu'il faut quand même regarder, parce qu'on a parlé des Gilets jaunes de manière très générale, sans beaucoup de recul, ces 15 derniers jours, avec une information en continu qui n'a pas permis de clarifier les choses. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas la société des exclus qui fait partie des Gilets jaunes complètement, c'est-à-dire des chômeurs, des RMistes, c'est pas elle qui est dans la rue. Il y a 4 500 000 Français qui vivent les minima sociaux. Je pense que c'est pas eux qui étaient dans la rue, qui n'étaient pas sur les carrefours, etc. Je pense que c'est la société des petits. Alors la société des petits, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est les salariés modestes, c'est-à-dire qui sont au SMIC. C'est les petites classes moyennes, les auto-entrepreneurs, les commerçants, les artisans, les retraités également. Les retraités. Non mais donc les mesures que Macron a énoncées hier sont à mon avis de nature à calmer ceux qui sont dans la rue aujourd'hui, c'est ceux que je viens de citer, c'est-à-dire qui vont être impactés en premier lieu. Alors après, effectivement, il y a toute cette phase d'assemblée avec tous les intéressés qui doivent permettre de déboucher. Naturellement qu'on a besoin d'une réforme de la fiscalité en France, c'est clair, ça fait 30 ans qu'on le dit de toute manière. Et moi je pense que ça va et puis il ne s'agit pas non plus de la France périphérique, on a souvent dit, on a fait référence à Christophe Guilly, le sociologue, qui parlait de la France périphérique. Moi je crois que c'est pas, il ne s'agit pas de la France périphérique, il y a beaucoup de villages d'ailleurs, on en a dans le Gard, où il y a des pôles de dynamisme économique et culturel. Donc c'est pas parce qu'on est dans un village que tout est perdu, qu'on n'est rien, il y a des villages qui se bougent, il y a des villages qui se mobilisent. Justement, qui vit dans un village. Beaucoup de villages. Mais nous, dans le village où je suis, je crois qu'il y a 58 associations. Alors déjà, mais tous les villages bougent. C'est vrai qu'on parle tout le temps des villes, des grandes métropoles, mais pour ce qui fait la France, pour moi, c'est surtout là. Bravo. C'est surtout le rural. Mais pour en revenir aux Gilets jaunes, je recommence et je le redis, l'autre fois je l'avais dit, pour moi ils se trompent de cible. De bloquer les ronds-points, c'est pas. Pour moi, ce sont les banques. Pour moi, ce sont les banques. Personne ne parle des banques. Les banques ont encore pris entre 8 et 10 milliards sur les agios. Vous vous rendez compte? Qui paie les agios? Ce sont des petits en général. Là, personne ne dit rien. Vous avez un CDD, vous voulez faire un crédit pour acheter une voiture, la banque ne vous prête pas. C'est pas normal.
Ce n'est pas normal. C'est là qu'il faut qu'ils agissent. Tu penses que, en réalité... Pour moi, la cible, ce sont les banques. Les banques, je vous les répète, en 2008, on les a aidés. Maintenant, il faut un retour de manuel. Il faut que ce soit eux qui nous aident. Valérie? Moi, ce que je pense aussi, c'est que ce qui se passe aussi dans les ronds-points et ce rassemblement des Gilets jaunes fait que ces personnes ont peut-être l'idée, et ont l'idée qu'ils peuvent renverser le pouvoir et du coup accéder à une vie meilleure. Et en pensant ça, effectivement, on peut aller encore toujours plus loin. Et donc, si on n'est pas aussi dans le raisonnable, voilà, moi je suis interpellée par ces commerces qui ne peuvent pas vivre et qui font le plus gros chiffre d'affaires à Noël. Les rues sont vides. J'étais il y a 15 jours à Paris, effectivement, quand on voit que les grands magasins ferment, c'est le chiffre d'affaires de l'année. Et donc, c'est des gens qui vont être au chômage. C'est une perte énorme économique. Donc, voilà, il faut effectivement peser cette révolte, manifester ça, c'est indéniable et c'est indispensable, revendiquer et revoir notre système, c'est indispensable, écouter ces travailleurs pauvres. Moi, voilà, depuis que je suis élue, je suis vraiment, je touche du doigt cette grande pauvreté et j'y suis très sensible et révoltée. Par contre, si et on arrive à du dialogue et à des choses concrètes, réjouissons-nous. Mais par contre, il faut raison garder. Toute cette violence aussi autour nous a tous interpellés. Voilà. Oui, Philippe? Non, je voulais poser une question plus générale pour revenir à... Est-ce que vous êtes favorable, parce que moi j'y suis favorable, mais ça n'engage que moi, à ce que le maire de Nîmes soit président de l'AGLO. Je veux dire que dans un futur qui est pas si loin que ça, c'est 2020, est-ce qu'il faut que le maire de Nîmes soit président de l'AGLO? On en a souvent parlé. Moi je dis oui. Moi je dis oui. Mais alors, vu que vous avez vu les deux côtés et dramatiquement d'un côté, donc. Alors, l'AGLO prend de plus en plus de compétences. Oui. Donc, il faut qu'elle soit complètement en phase avec la commune. On le voit bien, des communes qui sont en phase avec l'AGLO, ça marche très bien. Donc, où je suis toujours très interpellée, c'est quand effectivement on vote tout contre l'AGLO, contre l'AGLO, contre l'AGLO. C'est pas pensable quand on ne peut pas travailler comme ça. Donc, bien évidemment, il faut que le maire de Nîmes et le président de l'AGLO soient en phase. Et donc, s'il n'y a qu'une seule personne, c'est plus logique. Mais il faut vraiment qu'il y ait une osmose totale entre la ville et l'AGLO. C'est indéniable. Sinon, c'est contre-productif. Donc, voilà. Après, moi, je suis souvent interpellée. Je me dis, voilà, les compétences sont là où elles sont. Et donc, du coup, quand les collectivités, les institutions travaillent ensemble, ça donne de la force. Ça donne de la force au projet et on avance beaucoup plus vite. Voilà. Donc, le projet de rénovation urbaine est un projet qui est complètement, je crois que c'est le projet qui est complètement en binôme entre la ville, en lien direct entre la ville et l'AGLO. Et il ne peut pas se faire s'il n'y a pas une entente totale. Et vous pensez justement à cause de ces problèmes-là que ça ne risque pas de faire du mal, que ce soit à Jean-Paul Fournier ou à Yvan Lachaud, ces disputes, ces fâcheries, parce que cela fait depuis quelques années que ça a duré. Donc ne pensez-vous pas justement qu'avec ces conflits qu'il y a, qui existent, ça puisse ouvrir la porte à d'autres partis, ne serait-ce que les extrémistes qui ont fait énormément ici dans la région et notamment sur Nîmes. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que bien évidemment, tout le monde s'empare de ce conflit et tout le monde en parle dans la presse sans arrêt. L'opposition profite aussi de tout ça. Moi, j'ai jamais voulu me mettre dans ce conflit, même si
ça m'est revenu, puisque j'ai perdu aussi ma délégation, que j'ai rendu ma délégation à cause de tout ça, c'est le projet qui compte. Je ne veux pas porter, voilà, je crois que ça suffit de parler de ça. Parlons des projets, parlons du travail, parlons de ce qui a été fait, et mettons de côté toute cette lutte qui ne sert à rien et qui du coup peut être alimentée effectivement par voilà, une volonté de gagner, de combat, c'est plus possible. Donc je crois que, et je le pense sincèrement, Yvon Lachaud essaie d'avancer, en tout cas à Nîmes Métropole, de travailler sur des projets, de parler, d'être sur le terrain, et nous tous qui sommes engagés, moi je ne parle plus de ce conflit qui ne m'intéresse pas, oui. Mais par contre je veux travailler sur le projet, sur mes projets, et donc du coup avec les habitants de quartier. Et ce qui est essentiel, c'est que la politique, c'est quand même, en tout cas pour moi, et je l'avoue, et je le dis avec un ton de voix très affirmé, c'est ce qu'on fait sur le terrain, sur la cité. Après, il y a le temps de la politique politicienne, sur le temps des élections. Bon, on va arriver sur le temps de la politique politicienne. Mais par contre, finissons nos mandats. Voilà, moi je ne suis plus à l'éducation, mais je suis à la rénovation urbaine. Ce que je veux, c'est que on puisse signer cette convention, parce qu'on ne sait pas ce que sera demain, on ne sait pas si on sera encore honnête ou pas, on l'espère en tout cas, mais en tout cas si cette convention est signée, on est sûr que la rénovation va se faire. Et donc du coup, continuons nos projets, et après, les citoyens nîmois sauront juger ce que nous avons porté ou pas porté. Mais maintenant, ne parlons plus de ce conflit qui est un conflit qui nous mène malgré tout à du néant, et qui du coup... il existe quand même ce conflit, il existe, donc il va y avoir 2 hommes qui vont partir, je parle de Yvan Lachaud et Jean-Paul Fournier, qui vont partir pour 2020. On sait très bien que alors est-ce que les Nîmois vont se dire, écoutez, puisque c'est comme ça, moi je vais voir, pourquoi pas, la République en marche. Alors personne ne sait ce qui va se passer. Après, je pense, je suis peut-être naïve, et j'aime bien être naïve et garder ce côté naïf. C'est le travail qui compte et c'est les projets menés. Moi, je travaille avec tout le monde. Et donc, du coup, c'est les rencontres, c'est les projets, et je pense, c'est ce qui mènera aussi à une possibilité d'être réélu. Après, si on parle que de conflits d'hommes, ben du coup, on stagne, on n'avance pas, on reste là-dessus. Donc continuons, travaillons, soyons responsables, et après, on verra bien ce qui adviendra. C'est sûr que le contexte politique est compliqué, mais j'espère que des choses se dénoueront, et on ne sait pas encore aujourd'hui ce qui va se dénouer. Jean-Luc. J'avais une question à vous poser, partez, vous la posez, je vous la repose parce que vous n'y avez pas répondu. Yvan Lachaud a déclaré hier qu'une collectivité doit être gérée comme une entreprise. Qu'en pensez-vous? Alors, je connais bien Yvan Lachaud, je sais ce qu'il a voulu dire. Effectivement, l'argent et les budgets que nous menons, il faut faire attention. Et donc du coup, toute dépense doit être et tout budget, cet argent public, nous devons le gérer effectivement de façon avec intelligence et avec économie, et effectivement sortir nos collectivités, notre ville, notre agglomération des dettes. Et c'est là-dessus qu'il a voulu dire. Donc après, il n'y a pas de profit. Une entreprise fait du profit, bien évidemment. Il n'y a pas de profit. Mais par contre, plus on fera venir des entreprises sur notre territoire, plus on pourra embaucher. Plus on fait de la formation, plus on aura des parce que Jean Bousquet, c'est ce qu'il avait dit au début. Et effectivement, cette notion d'entreprise, c'est aussi de faire attention à l'argent qui est donné, au budget que nous avons, et qu'il n'y ait pas ni d'abus, ni d'incohérence dans ce que nous menons.
Et c'est là-dessus. Après, il n'y a pas de profit comme une entreprise. Par contre, il y a une rentabilité, bien évidemment. Quand effectivement le tout gratuit, c'est la collectivité qui le paie. Donc du coup, il faut aussi que on puisse expliquer les choses. Si on n'explique pas, on ne comprend pas et on voudrait que tout soit gratuit. Philippe. Voilà. Moi, je pense que c'est une maladresse, ce qu'il a dit là. Yvon Lachaud, que ça se gérait comme une entreprise. Je pense que c'est très maladroit. C'est aussi maladroit que la manière dont il a défendu le dossier de l'eau avec Elis Lucet. Je mets les deux dans le même sac. Parce que finalement, on ne gère pas comme une entreprise. J'ai été directeur général des services toute ma vie. Naturellement, on gère pas un service public comme une entreprise. Gérer comme une entreprise, en plus, la politique de la ville, où c'est de l'horizontalité, où on fait de l'humain, où on travaille sur les transports, on travaille sur la mobilité, où on travaille. Mais si c'était comme une entreprise elle dirait bon, ça m'emmerde, il y a 14 000 habitants qui m'emmerdent, ça me coûte je sais pas combien de milliards, je dégage, allez, on rase tout et puis les gens se démerdent. Non mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors il l'a dit, et il l'a peut-être dit dans le sens que vous l'avez expliqué, je vous crois, mais c'est une maladresse. Et aujourd'hui, on n'a pas tellement besoin de maladresse. Parce que vous dites les dossiers. Vous parlez un peu comme François Séguy, qui est d'ailleurs élu à l'aglo, qu'on a reçu nous dans une émission, qui est donc un des leaders de la France Insoumise, les municipales. Je m'en fous des municipales. Moi, c'est mes dossiers à l'aglo d'ailleurs. C'est-à-dire l'eau, le truc, les transports. Bon, par exemple, les transports, il y a même un département qui va travailler sur la gratuité totale des transports. Mais c'est une vraie question, ça. Alors, dire on ne dirige pas comme une entreprise, on peut se poser la question. Comment on fait pour rendre le transport gratuit dans une ville? Il y a beaucoup de villes qui s'y sont engagées. Il y a Aubagne, il y a Dunkerque, et ça se multiplie. Mais si on raisonne comme une entreprise, c'est payant, les gens ils payent, s'ils sont pas contents, ils marchent à pied, ou ils font du vélo, ils se démerdent. Donc on ne peut pas parler comme ça. Et il faut lui dire que c'est une erreur. Il a fait une connerie. Il a utilisé un mot qui était le mot de Jean Bousquet. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Jean Bousquet, mais on voit quand même dans quel état il a rendu les clés au Limois, au niveau de l'endettement. Hein. La valeur de la ville par elle-même. C'est d'accord, avec un endettement colossal. Il faut bien colossal. Il faut dépenser. Dépenser de l'argent. Bien sûr, il faut dépenser de l'argent. C'est plus compliqué que ça. Tu crois que c'était bien quand Jean Bousquet a récupéré la ville au Parti communiste? Bien sûr, il y avait quand même des choses à faire. Il y a des choses à faire. Mais là, pour revenir aux élections, ce qui va se passer, vous dites, moi, il faut mes dossiers, bien sûr, mais vous aimeriez quand même bien continuer à vous occuper de la politique de la ville pendant 5 ou 6 ans, c'est-à-dire dans le prochain mandat. Qu'est-ce qui risque de se passer avec ce conflit local, là? Il y aura une liste, enfin, on n'est pas au bout. Il y aura les Républicains, il y aura une liste UDI, alors, avec ou non le label En Marche, chez l'UM, tout ça, c'est en train de ce truc. Bon. Et s'il n'y a pas le label En Marche pour Yvon Lachaud, il y aura une liste d'En Marche, il y aura une liste de la France Insoumise, et il y aura le Front National. Ça veut dire qu'on a 9 chances sur 10 d'avoir une quadrangulaire au deuxième tour, et comme le Front National, il a un étiage de 24-25, il sera peut-être à 28-29 d'ici 2 ans, eh ben, il peut se retrouver, ils peuvent emballer la mairie et l'agglo de Nîmes. D'où ma question. Alors moi, ça m'intéresse. Par rapport à Jean Bousquet, à Jean-Paul Fournier et à Yvon Lachaud. Il va falloir conclure très rapidement. Alors, allez-y, Valérie. Bon, alors, je croyais que j'allais parler de mes projets, mais en fait, il faut que je parle de non, nous aurons l'occasion d'en reparler. Les projets. Donc, voilà. Moi, je suis pas devant. Par contre, je crois en Yvon Lachaud, je crois en sa capacité, effectivement, et on le voit, ce qu'il a fait à Emmanuel Dalzon. Moi, je crois en sa capacité de l'humain. Je le vis, en tout cas, je suis complètement sur un dossier, l'un des plus gros dossiers quand même, d'enjeux humains sur la rénovation urbaine. Maintenant, effectivement, ça vous surprend qu'on puisse parler de projet avant de parler de calcul politique. Pour moi, je suis désolée, c'est le projet qui fera que telle liste peut gagner ou telle autre. Mais nous aurons... Et ce projet-là,
avec tout ce qui aura été mis en place et effectivement les choses qui auront avancé ou pas avancé, et c'est surtout sur la parole que l'on donne et la vérité et l'investissement que l'on donne auprès des habitants qui fera la différence. Alors après, si on joue sur un conflit et effectivement par dépit on va prendre une liste d'extrêmes, alors là c'est vrai que c'est très inquiétant. Mais par contre, c'est ce travail au quotidien auprès des habitants et pas dans un bureau et pas sur des dossiers qui permettront en tout cas de faire avancer. On a bien compris que pour vous, c'était les projets avant la politique. Mais il faut quand même en tenir compte. Écoutez, quoi qu'il en soit, nous aurons l'occasion de vous réinviter. Nous ne parlerons que de vos projets. Alors les projets font partie de la politique de la cité. Voilà. D'accord. Donc le mot de conclusion, parce que c'est vrai que ça va très vite, hein, ça va très très vite. Désolé Jean-Luc, vas-y. Moi, justement, je voulais demander à Valérie, Yvan Lachaud s'est déclaré candidat à la mairie de Nîmes. Mais bon, vous m'avez confirmé plus ou moins. Est-ce que vous allez partir avec lui? C'est une évidence. Ça, c'est sûr que je suis très proche de Monsieur Lachaud et que je crois en lui. Et donc, j'ai quand même rendu ma délégation par fidélité. Donc, du coup, c'est une continuité. Et ce que je voulais dire et témoigner, c'est que par rapport au dossier Lanru, j'ai un président, un cabinet, voilà, des élus avec qui je peux vraiment travailler. Dès que nous sommes arrivés quand même, vous savez, pour la rénovation urbaine, on doit à la métropole aussi travailler avec les maires des communes. Et donc c'était tout un travail aussi de pédagogie à faire, de visite auprès des maires pour qu'ils puissent aussi accepter dans leurs logements sociaux des cotations de la rénovation urbaine, et nous y arrivons. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Avant de remercier Benjamin à la vision qui nous a accompagnés ce matin, merci à Dédé Bonora d'être venu nous rejoindre, un petit peu en retard, mais excusez-nous, nous étions obligés de... Parfait. Le mot de conclusion, tu m'as caché mon réveil, je ne sais plus où il est, je ne sais plus quelle heure il est, je sais que nous sommes un petit peu à la bourre. Philippe, le mot de conclusion. Je vous dis bonne chance parce que vous m'avez conforté dans l'idée que vous suivez vos dossiers. Et c'est quand même, sur un dossier comme l'ANRU, c'est capital. Et moi je voulais vous poser une question, Valérie. Votre devoir envers les Nîmois n'était-il pas justement de dépasser les clivages politiques et de poursuivre votre mission? Alors effectivement, déjà c'est la première question que je me suis posée personnellement, et l'évidence de mes valeurs humaines et de ma comment dire, d'être honnête envers moi-même, c'était effectivement de continuer mais différemment. Je peux vous dire, je me suis dit, il ne faudrait pas que j'abandonne aussi certains dossiers. Je l'ai reçu au centuple. Les gens sont venus me remercier sur cette loyauté. Très bien fait. Ils sont venus me dire, et encore aujourd'hui, il ne s'est pas passé un jour ou une semaine sans qu'on me dise, voilà, il y a peu de gens loyaux en politique, et donc du coup, cette loyauté, elle est effectivement, c'était plus facile pour moi de rester, de continuer, de garder ma délégation et de me dire, eh ben voilà, je continue mes dossiers, mais quelle chance. Mes dossiers, je les continue à l'ANRU et je les continue avec plus de transversalité. On a bien compris. Merci Valérie d'être venue, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous aurons l'occasion de nous revoir. Jean-Luc. Merci à tous, et encore je lance un appel aux Gilets jaunes, ne vous trompez pas de cible. Philippe, merci à toi également. J'ai dit ce que j'avais. Merci une nouvelle fois à Benji, à Benjamin Baron, et puis bien sûr à l'atelier Plume, ici qui nous reçoit aujourd'hui, ici tout simplement, rue des Arènes. Ce n'est pas l'atelier, comment s'appelle-t-il? Oui? C'est la galerie Plume et Curiosité. La galerie Plume et Curiosité. Merci à toutes, merci à tous, et puis à très bientôt. Bye bye.